Le film commence à San Francisco en 1981. Chris Gardner, le protagoniste, vend un dispositif médical appelé le scanner portable de densité osseuse pour vivre. Chaque jour, il place son fils Christopher dans une garderie bon marché à Chinatown. Chris demande au portier quand il compte effacer les graffitis sur le mur. Quand quelqu'un va nettoyer ça? Il souligne qu'il y a une erreur d'orthographe dans le mot bonheur, dans la devise de la garderie. Dans le bonheur, il n'y a pas de pourquoi. Dans le bonheur, c'est un œil. En attendant un bus, un sans-abri approche Chris qui demande sur le dispositif qu'il tenait, croyant à tort qu'il s'agissait d'une machine du temps. C'est une machine du temps, n'est-ce pas? Semble être un moment. Ensuite, Chris visite divers hôpitaux qui pourraient avoir besoin du dispositif médical qu'il vend. Pour cette raison, il a demandé à sa femme Linda de chercher leur fils de la garderie, même si elle travaille en double quart. Alors je dois ramener Christopher à la maison, le nourrir, le baigner, le mettre au lit et retourner ici. Bus, il doit vendre au moins 2 appareils par mois pour faire face au bois, mais la plupart des hôpitaux trouvent le scanner cher et inutile. C'est inutile et bon marché. Il n'a pas fait de vente depuis longtemps. Toujours pressé, Chris gare sa voiture devant les hôpitaux, mais ne peut pas payer ses contraventions. Sa voiture est remorquée. Ce soir-là, alors qu'il dîne, il remarque un Rubik's Cube, un nouveau jouet à l'époque. C'est un cadeau pour Christopher de Cynthia au travail. C'est pour les adultes. Chris ne peut pas l'utiliser. Elle ne le savait pas. Linda a demandé s'il avait payé leurs impôts, et Chris a dit qu'il devait déposer une autre prolongation. Cela frustre Linda avant de retourner au travail. Après son départ, Chris essaie de résoudre le cube de Rubik, mais trouve cela assez difficile. Le lendemain, en marchant dans la rue, Chris remarque un homme d'affaires dans un Ferrari rouge. Un authentique Ferrari cette fois. Il demande à l'homme ce qu'il fait pour gagner sa vie, et l'homme répond qu'il est courtier en bourse. Chris suppose que le travail nécessite un niveau élevé d'éducation, mais l'homme explique que le succès en tant que courtier en bourse dépend principalement de ses compétences mathématiques et sociales. Je vous laisse ma voiture pour le week-end, mais il me la faut pour lundi. Alimenter le compteur. Après ce bref changement, Chris regarde autour de lui et voit à quel point tout le monde semble heureux. Il se demande pourquoi il ne peut pas être comme ça, et y réfléchit souvent. Le lendemain matin, Chris dit à Linda qu'il sera à la maison à Sears, car il postule pour un emploi de courtier. Linda trouve l'idée ridicule, tandis que Chris reste déterminé. Quel travail? Courtier en bourse. Courtier en valeurs mobilières. Oui. Pas un astronaute, disent-ils, et Linda lui rappelle qu'ils ont 2 mois de loyer à payer. Elle insiste pour qu'il vendait tous ses dispositifs médicaux restants et laisse cette entreprise derrière lui. C'est Ce que j'essaye de faire pour ma famille, pour toi et pour Christopher. Chris s'est rendu dans une société de courtage pour demander, mais a laissé son appareil médical avec un artiste de rue parce qu'il ne veut pas entrer dans le courtage. Il lui donne $1, promettant de lui donner plus. Quand il revient, il avertit la fille qu'elle ne peut pas le vendre de toute façon si elle décide de voler l'appareil. Je ne peux même pas le vendre, et c'est mon travail. À l'intérieur, il rencontre un représentant de l'HR d'un bureau satellite. Ils reçoivent de nombreuses demandes qu'ils envoient à Jay Twistle au bureau principal. En parlant à l'HR, Chris remarque que l'artiste de rue s'enfuit avec son appareil. Il saisit le formulaire de demande et le poursuit. Mais malgré la longue poursuite, il ne l'attrape pas. Bouge! Ne bouge pas! L'artiste de rue s'échappe dans un train. Cette nuit-là, Chris rentre avec le formulaire, ne peut pas dormir et se réprimande pour avoir perdu le dispositif coûteux. Au petit déjeuner, il voit aux nouvelles qu'un professeur a résolu un Rubik's Cube en 30 minutes. Quand elle part au travail, Linda a demandé à Chris de revenir sans l'appareil. Chris a promis à Linda qu'il le vendrait pour qu'elle ne le voyait plus. Sur le chemin de la garderie, père et fils discutent de la mauvaise orthographe du mot bonheur, dans la devise de la garderie. Jeu, mais c'est censé être un jeu dans le bonheur. Oui, cela semble correct. Ça ne fait pas partie de la devise, donc tu ne devrais pas l'apprendre. C'est un mot pour adultes. Chris apprend de son fils qu'il regarde des séries télévisées dans la garderie au lieu de faire des leçons, ce qui l'agaça au point qu'il réprimandait une nounou disant qu'il l'avait dit. Regardez la télévision? Oh. Petite télévision pour l'histoire. Bateau d'amour. Pour l'histoire, la marine. Ce n'est pas la marine. Il pouvait regarder la télévision à la maison. Cependant, elle lui dit qu'il pouvait payer plus dans une autre garderie. De plus, elle souligne qu'il est souvent en retard avec ses paiements, donc il n'a pas le droit de se plaindre. Pouvez-vous au moins? Mettez le chien à l'étage dans votre chambre ou ailleurs. Ensuite, Chris se dirige vers Dean Witter Reynolds pour soumettre son formulaire de candidature rempli directement au chef de l'HR, Jay Twistle. Leur conversation est brève parce que Jay appresse. Après avoir quitté le bureau, Chris repère l'artista de rue et son complice portant le dispositif médical volé. En colère, il les poursuit, essayant d'échapper à Chris. L'interprète saute sur un autobus. Chris raconte qu'il a dépensé ses économies de vie sur ces machines. J'ai dépensé toutes nos économies à vie pour ces choses. Les croyants révolutionnaires. J'ai même demandé au propriétaire de prendre un... La plupart des hôpitaux et des médecins considèrent ces dispositifs comme essentiels bien que luxueux. Donc si je
J'en ai perdu un. C'était comme perdre des épiceries d'1 mois. Après une recherche diligente, il retrouve son appareil. Assis à un arrêt de bus, Christopher rappelle à son père leur promesse de vendre ses dispositifs. Ouais, je sais. Plus tard ce jour-là, Linda remarque les 2 appareils à la maison et devient complètement déçue. Après avoir offert un basket à leur fils pour son anniversaire, Chris essaie d'expliquer à Linda ce qui s'est passé plus tôt, mais elle ne veut pas l'entendre. Chris promet que tout ira bien, mais Linda ne lui croit plus. Dans la scène suivante, Chris attrape Jay alors qu'il appelait un taxi et lui rappelle le formulaire de demande qu'il a soumis il y a 1 mois. Jay essaie de se excuser, disant qu'il a quelque part où être. Sentant une opportunité, Chris affirme qu'il s'est dirigé vers la même destination et propose de partager un trajet. Jay accepte à contre-cœur et ils montent tous les 2 dans le taxi. Dans la cabine, Chris parle de ses compétences et de sa personnalité, mais Jay est trop concentré sur la résolution d'un cube de Rubik pour écouter. Chris note et propose de résoudre le cube pour attirer l'attention de Jay. Je suis presque sûr de pouvoir le faire. Laisse-moi le voir. Sceptique, Jay le remet. Chris explique la mécanique du puzzle tout en travaillant dessus, et le chauffeur de taxi écoute attentivement, tenant son propre cube dans sa main. Jay plaisante qu'il conduisait toute la journée juste pour voir Chris le résoudre. Avant que Jay n'atteigne sa destination, Chris complète le puzzle, impressionnant à la fois Jay et le conducteur. Jay abandonne Chris, l'obligeant à payer le tarif avec seulement 5 $ en poche. Chris demande à être déposé à quelques rues. Quand la voiture est à un feu rouge, il essaie de partir mais se rend compte qu'il a laissé son appareil médical. Il revient vite le récupérer. En réalité, je veux dire... Désolé, je suis désolé. Poussant le conducteur à le poursuivre, menaçant de le tuer, Chris parvient à s'échapper en plongeant dans le métro et montant dans un train. Cependant, lorsque les portes se ferment sur sa main, il perd le dispositif médical. Le même sans-abri qui a confondu l'appareil pour une machine du temps le voit laissé derrière lui. Ce soir-là, Chris appelle Linda pour s'excuser de ne pas avoir pu chercher Christopher de la garderie. Furieuse après avoir manqué son car, Linda dit à Chris qu'elle et Christopher partiraient. Assez sûr, quand Chris rentre chez lui, il trouve sa femme et son fils disparus. À ce moment, il reçoit un appel de Jay, qui lui dit d'écrire le numéro de sa secrétaire pour qu'ils puissent parler après-demain. Avec tous les affaires de Linda disparues, Chris ne trouve pas de stylo et doit mémoriser le numéro. 0256, ouais. Exposé 409. 6. Oui, monsieur. 415 064 0256. Ok, au revoir. D'accord, oui. Merci beaucoup. Nous vous verrons. Bientôt, il se précipite dans un magasin voisin pour l'écrire. Mais un ami s'approche, parlant d'un match de football récent. Un 1920 avec doubleur supplémentaire. Patientez encore. Je ne peux pas vous parler de chiffres en ce moment. Chris a du mal à se souvenir du chiffre, tout en écoutant son ami parler de score. Et tu me dois de l'argent. Tu me dois 14 $. Je vais prendre ce thé. J'ai besoin de mon argent. J'ai besoin de mon argent. Le numéro. Le lendemain, Chris rattrape Linda, qui vient de faire déposer Christopher en congé de garderie. Moi tout seul, mais enlevez mon fils. Encore une fois, après que Linda a dit qu'elle n'était plus heureuse, Chris lui a permis de partir, mais a insisté sur le fait qu'elle ne pouvait pas emmener leur fils ce jour-là. Chris retourne à la garderie plus tôt que d'habitude et cherche Christopher avant l'arrivée de Linda. Il ramène son fils à la maison ce soir-là. Le propriétaire a demandé à Chris le loyer, mais Chris promet de payer plus tard. Le propriétaire suggère de déménager dans un motel voisin, ce qui représente la moitié du coût de l'appartement. Il demande à Chris de partir le lendemain matin puisque les peintres viennent. Chris supplie le propriétaire de le laisser rester plus longtemps et propose de peindre lui-même l'appartement. Je dois juste avoir plus de temps. J'ai mis mon fils dedans. Ici, le propriétaire accepte et donne à Chris 1 semaine de plus s'il peint les chambres. Le lendemain, en peignant les murs, Chris entend frapper. Il trouve 2 policiers qui l'ordonnent de les accompagner au poste. Chris paie son ticket, mais l'officier dit que cela sera vérifié à 9h30. Nous vérifions à 9h30 demain. Oui, tu dois rester jusqu'à ce que ça se déclenche. Je ne peux pas passer la nuit ici. Je dois chercher mon fils. Demain, j'ai un entretien chez Dean Witter à 10h15. 9h30 demain matin. Qu'est-ce que je ferai de mon fils? On peut demander aux services sociaux de venir le chercher. Aucune autre option. Chris a appelé Linda pour s'occuper de Christopher quand il est parti. Linda est d'accord, mais dit qu'elle reviendrait Christopher tard. En conséquence, Chris passe la nuit à la gare. Le lendemain, Chris se précipite à son entretien chez Dean Witter Reynolds. Il arrive, encore portant les mêmes vêtements du jour précédent, embarrassé par son apparence désordonnée. Il ne répond pas au début quand le secrétaire lui appelle son nom. Finalement, il entre dans la salle d'entretien et le comité réagit visiblement avec déception à son regard scombuste. Chris explique sans doute qu'il a été arrêté la veille pour ne pas payer des billets de stationnement. Je suis assis là-bas depuis une demi-heure à essayer de trouver une histoire qui expliquerait que je suis ici, habillé comme ça. Je voulais raconter une histoire démontrant des qualités que vous admirez tous ici, comme le sérieux. Et je ne pouvais rien penser. La vérité est que j'ai été arrêté pour ne pas avoir payé des billets de stationnement. Et j'ai couru jusqu'ici depuis la gare. Pendant l'entrevue, M. Fromm, le chef du groupe, semble sans impression.
Bien sûr, Monsieur Jay. Combien de fois as-tu vu Chris? Non, je n'en sais rien. Probablement trop. Il s'est déjà habillé comme ça. Pas de veste et de cravate. Oh, il attend devant le bâtiment avec un gisement de 40 livres depuis plus d'un mois. Cependant, les compétences de communication de Chris brillent et il parvient à faire rire le panel, apaisant la tension dans la pièce. Qu'est-ce que tu dirais si un gars entrait pour un entretien sans chemise et que je l'embauche? Il a dû avoir un superbe pantalon. Jay félicite Chris d'avoir impressionné le panel malgré son habillement informel. Cependant, Chris lui dit qu'il penserait au travail parce qu'il apprend qu'il y a un stagiaire de 6 mois, où il ne sera pas du tout payé. Mais Jay l'exhorte à continuer. Je vais jeter un coup d'œil. Comme si tu reviens. Sortir, tu sais comment je paraîtrai aux partenaires. Oui, un cul, un trou. Un cul, un trou, tout le chemin ce soir. Je jure que je remplirai votre place, je le promets. Sur le chemin du retour, Chris pense au risque du travail. Pas de salaire pendant 6 mois, et un seul stagiaire sera embauché à la fin. S'il échoue, il ne pourra même pas appliquer cette formation ailleurs. Tout cela rend Chris hésitant. Sa seule ressource pour les 6 prochains mois est de vendre ses 6 scanners. Après l'interview, Chris rentre chez lui pour finir de peindre les murs avant l'arrivée de Linda et Christopher. Plus tard, Linda revient avec leur fils. Cette nuit-là, alors que Christopher dort, Linda annonce à Chris qu'elle prévoit de déménager à New York pour travailler comme serveuse. Chris accepte à condition que Christopher reste avec lui, croyant pouvoir s'occuper de leur fils. Linda les quitte en larmes. Quelqu'un sait-il à quoi sert ce levier? Écrivez la réponse correcte dans les commentaires. Je me demande combien de personnes la connaissent. Après le départ de Linda, Chris appelle la secrétaire de Jay et laisse un message. Il est dedans. Le lendemain, Chris et son fils déménagent à 2 pâtés de maison dans un motel voisin avec l'aide de son ami qui lui doit 14 $. Puisque c'est samedi, Chris emmène Christopher jouer au basketball avant de sortir vendre un scanner de densité osseuse. Chris, cependant, le décourage, disant qu'il était inférieur à la moyenne en basketball quand il était jeune et que Christopher finira probablement de la même manière. Non, je ne veux pas que tu joues avec ce ballon toute la journée et la nuit, d'accord? Il suggère que Christopher vise plus bas, mais remarquant la déception sur le visage de son fils, Chris encourage son fils à ne pas laisser d'autres lui dire qu'il ne peut pas faire quelque chose, même pas lui. Ne laisse jamais quelqu'un vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Pas même moi. Tu as un rêve, tu dois le protéger. Les gens ne peuvent pas faire quelque chose eux-mêmes. Ils veulent vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Tu veux quelque chose? Va le chercher. Ils se rendent ensuite à un hôpital pour vendre le scanner et l'hôpital accepte de l'acheter, leur donnant de l'argent dont il a besoin. Lorsque le chèque est encaissé, Chris laisse son fils acheter une barre de chocolat. Le lendemain, Chris commence son stage en apprenant le métier. Le coordinateur de stage dit au groupe qu'il doit faire tout ce qu'il faut pour attirer les clients, mais si. Tu dois prendre avec lui, prendre le petit déjeuner avec lui. Si vous devez même garder un baby pour eux, vous ferez tout ce qu'il faut pour les familiariser avec nos forfaits. Il explique qu'en plus de réussir l'examen, ils devront obtenir des contrats pour être embauchés. Pendant sa pause déjeuner, Chris rencontre Monsieur Fromm dans la rue. Leur conversation est coupée lorsque Chris repère le scanner qu'il a perdu lors de son fuite du chauffeur de taxi. Il voit un sans-abri le transporter et le poursuit, mais il est heurté par une voiture. Le chauffeur demande poliment s'il va bien. Ça va? C'est... Cool, mais Chris réalise qu'une de ses chaussures est tombée. Il boitait de retour au programme avec une seule chaussure. Hé mec, tu manques une chaussure. Oh! Ouais, merci. Merci. Vous devez tourner dans la ville, comme ça, pour le reste de la journée. Tu n'as pas de chaussures. Ensuite, le film montre une série de scènes où Chris est constamment ordonné pour acheter des thèmes pour son coordinateur de stage. Il se sent sous-estimé et inapprécié. Chaque jour après son stage, Chris se précipite pour prendre le bus d'ici 16 heures pour chercher son fils de la garderie, puis prend le bus de la ville pour rentrer chez lui d'ici 22 heures. Il continue de lutter avec les paiements de loyer au motel. Hé, Grâce! Hey, Ralph. J'attends. Très bien, je l'ai eu pour toi, Ralph. Je vais l'obtenir pour. Vous, au courtage, tous les stagiaires travaillant sur les feuilles d'appel, contactant les clients potentiels de bas en haut, visant à atteindre finalement les directeurs généraux. Bien que les stagiaires soient attendus à rester jusqu'à 19 heures, Chris doit chercher son fils, donc il n'a que 6 heures au lieu de 9 heures pour faire son travail. Pour maximiser son temps, il ne raccroche pas le téléphone entre les appels, économisant 8 minutes par jour. Il évite également de boire de l'eau pour réduire les pauses de salle de bain. Malgré ces mesures, après 2 mois, il ne peut passer par une feuille d'appel. Frustré, il rompt le protocole et saute sur la liste, appelant directement le directeur général. À sa surprise, il parvient à assurer une rencontre avec Walter Ribbon. Pouvez-vous être ici dans 20 minutes? 20 minutes, absolument. Je viens de demander à quelqu'un d'annuler. Viens maintenant, et tu as quelques minutes avant le copain de football des 49ers lundi soir. Alors qu'il se précipite hors du bâtiment, son patron de stage lui demande de déplacer sa voiture. Chris explique qu'il a une réunion avec Ribbon, mais le patron insiste. Et tu dois Jimmy ça. Jimmy quoi? Pour Jimmy, la clé et les autres portes ne se déverrouillent pas.
Chris perd du temps à lutter contre la porte coincée et à chercher un espace de stationnement. Incapable d'en trouver un, il conduit au bureau de Walter Ribbon dans la voiture de son patron, mais est coincé dans la circulation, manquant la réunion et... Chris Gardner a un rendez-vous avec Walter Ribbon, OH. Il t'a juste manqué. Sur le retour, il trouve un billet de stationnement sous l'essuie-glace. Ce soir, dans un restaurant, Chris remplit un chèque pour payer ce billet de stationnement. Billet de stationnement. Nous n'avons plus de voiture. Il dit à son fils de l'aider lors d'une réunion d'affaires ce week-end. Christopher refuse d'abord, mais son père le convainc de venir en disant qu'il pourrait aller à un match de football. En fait, il espère que M. Ribbon les invitera à un match peut-être le lendemain matin. Alors qu'ils se dirigent vers la maison de Walter Ribbons, Christopher leur demande quand ils vont aller au match de football. J'ai dit peut-être. Nous allons au match. Tu sais ce que signifie peut-être? Comme probablement. Non. Signifie probablement qu'il y a une bonne chance que nous y partions. Signifie peut-être que nous le pourrions. Nous ne pouvons peut-être pas. Je sais ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Signifie que nous n'allons pas au match. Comment? Es-tu devenu si intelligent? Il frappe ensuite à la porte de M. Ribbon. Chris lui remercie de l'occasion la veille, malgré l'avoir manqué, et affirme qu'il visitait un ami proche dans le quartier. Il mentit également sur leur plan d'assister au match de football, et sa stratégie fonctionne. Mr. Ruben invite le père et le fils à les rejoindre dans les sièges de la boîte. « Hey, vous voulez venir avec nous? Nous y allons maintenant. Viens avec nous. Où sont tes sièges? » Oh, nous sommes le pont supérieur! Nous avons une boîte. Allez, nous voulons nous asseoir dans la boîte. Ce n'est pas en fait une boîte, c'est une section privée. C'est plus confortable que tu veux y aller. Ok, pour apparaître comme un manager réussi, Chris cache le fait qu'il n'a même pas de voiture. Hey, pourquoi ne mettes-tu pas ça? Dans ta voiture? Bien sûr, bien sûr. Nous avons tous une voiture. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est... Je pense que j'ai été piqué par un. Abeille. Pendant le jeu, M. Ribbon admet qu'il aime Chris, mais dit qu'il n'y a aucune chance d'accepter son offre. Allez, détendez-vous, jouons au jeu. Néanmoins, Chris et son fils apprécient le jeu depuis la boîte, et Chris se réunit avec M. Ribbon et ses compagnons d'affaires. Après 4 mois, Chris a vendu tous ses scanners, lui donnant juste assez d'argent pour passer par son stage. Cependant, ses progrès ont été brusquement arrêtés lorsque les IR saisissent son compte bancaire pour impôts impayés, le laissant brisé. Fais-moi bouter! Ok, Chris, je ne te baisse pas, Ralph, n'est-ce pas? Je vais comprendre. Il a désespérément besoin d'argent. Chris demande à son ami l'argent qu'il devait, mais son ami croit que la dette était déjà réglée quand il a conduit Chris et Christopher au motel. M'a conduit 2 pâtés de maison, Wayne, c'est 200 mètres. Frustré, Chris se dispute avec lui jusqu'à ce que l'ami lui ferme la porte sur le visage. Mets mon argent partout sur moi. Prends mon argent, Wayne. Plus tard ce jour-là, alors que Chris regarda son fils jouer dans un terrain de jeu, Chris repère le dispositif médical qu'il a perdu dans le métro. Il attrape le sans-abri le transportant et récupère enfin le scanner. Cependant, le sans-abri commence à crier qu'il a besoin de la machine du temps pour revenir dans le temps pour voir Jimi Hendrix brûler sa guitare. Retournez ma machine du temps! Chris et Christopher se précipitent pour vendre l'appareil, mais découvrent qu'il est défectueux. L'hôpital promet de payer une fois réparé. Chris revient juste quand ça marche. Je dois le réparer maintenant. Non, Chris est perturbé. Cette nuit-là, ils sont retournés au motel, seulement pour trouver leurs affaires à l'extérieur de la pièce. Chris essaie d'ouvrir la porte, mais découvre que la serrure a été changée. Épuisé, Christopher commence à pleurer, suppliant son père de les laisser entrer. La porte la paix. Tu entends ce que j'ai dit? Allons-y. Arrêtez-le. Désespérément en hébergement, Chris demande de l'aide à son ami qui lui doit de l'argent, mais Wayne ne veut même pas ouvrir la porte. Sans aucune autre option, Chris et son fils sont contraints de déménager à nouveau. Malgré leur épuisement, ils se retrouvent dans une gare où Christopher souligne que l'appareil n'est pas vraiment une machine du temps, comme l'homme sans-abri avait prétendu soulever l'esprit de son fils. Oui, en effet. Il appuie sur le bouton comme s'ils étaient à l'époque des dinosaures, invitant Christopher à rejoindre le fantasme. Chris dit à son fils qu'ils doivent se cacher dans une grotte contre les dinosaures. Ils vont dans la salle de bain, jouent avec le jeu, et restent là toute la nuit pendant que son fils dort. Chris pleure en silence, ressentant le poids de sa vie. Il couvre les oreilles de Christopher quand quelqu'un frappe à la porte. Le lendemain, Chris part travailler avec sa valise. Jane le remarque et lui demande où il va. Il invente une histoire sur un voyage à Sacramento pour jouer au golf avec des clients. Dans la prochaine scène, Chris et Christopher cherchent un refuge pour sans-abri, mais sont refusés, car c'est seulement pour les femmes et les enfants. Ensuite, ils peuvent rester ici, mais doivent trouver un autre endroit. Nous devons rester ensemble. Un membre du personnel les guide vers un autre refuge à quelques pâtés de maison. Ils se dépêchent pour y arriver avant la fermeture à 17h. Après avoir attendu, on leur refuse presque une place car le refuge est presque plein. Heureusement, ils obtiennent une pièce après que la sécurité a vu que quelqu'un a tenté de tricher pour entrer. Chris réconforte son fils et essaie ensuite de réparer le scanner cassé. L'homme lit ses livres sous les feux de rue.
Puisque l'électricité est éteinte la nuit, la routine quotidienne de faire la queue dans le refuge pour sans-abri fait partie de la vie de Chris et Christopher. Pourquoi? Tu ne pars pas? Nous ne pouvons pas avoir une pièce différente. Chris apporte donc sa valise au travail tous les jours et raconte à tout le monde des histoires différentes sur la raison pour laquelle il la transporte. Il apprend à terminer rapidement sa conversation avec ses clients parce que lui et son fils doivent mettre la queue tôt dans le refuge pour sans-abri. Un jour, Chris et son fils assistent à une messe au refuge pour sans-abri après avoir étudié Chris pour l'examen de stage le lendemain. Le lendemain, Chris termine rapidement son examen pour rejoindre la ligne de refuge à temps. En sortant, M. Fromm, venant de sortir d'un taxi, a demandé à Chris de lui prêter de l'argent puisqu'il avait oublié son portefeuille au bureau. Malgré son peu d'argent, Chris donne 5 $. Malheureusement, ils arrivent en retard au refuge cette nuit-là et doivent trouver un autre endroit. Pour gagner de l'argent, Chris donne son sang et utilise le paiement pour acheter une pièce pour réparer son appareil. Qu'est-ce que c'est pour réparer la lumière? Puis-je le voir? Ouais, bien sûr, ne le casse pas, à moins que tu ne veux dormir dans la pièce avec moi pour le reste de ta vie. Ça me dérange pas. Ouais, tu le feras? Au refuge le lendemain, Christopher demande à Chris si Linda est partie à cause de lui. Chris dit à son fils de ne jamais penser à quelque chose comme ça. Il rassure à Christopher qu'il n'a rien à voir avec elle qui les quitte. Christopher dit à son père. Après avoir mis son fils dedans, Chris répare avec succès le scanner médical. Le lendemain, il parvient à vendre l'appareil, gagnant assez d'argent pour les durer 4 semaines supplémentaires. Il dit avec enthousiasme à Christopher qu'ils séjourneront dans un hôtel ce soir-là. Hôtel de luxe? Juste pour la nuit, toi? Peux retourner dans la grotte si vous le souhaitez. Non, merci. Jamais. Ils passent la nuit dans un hôtel décent, profitant du confort du TV. Le lendemain matin, Chris et son fils échappent à l'atmosphère dure de la ville en se rendant à la plage. En heures supplémentaires, Chris s'assure de contrats avec plusieurs amis de M. Ribbon qu'il a rencontrés lors du match de football. Dans la scène suivante, Jay félicite Chris pour son dernier jour de stage. Pendant qu'ils sont dans la salle de bain, il félicite Chris d'avoir assuré de nombreux clients et lui dit qu'il a fait un travail fantastique, quel que soit ce qui se passe ensuite. Le message ressemble à un discours d'adieu, ce qui rend Chris encore plus nerveux. Plus tard, Chris est appelé par son coordinateur de stage, qui le conduit à Mr. Fromm. Remarquant que Chris porte une nouvelle chemise, Mr. Fromm commentera à ce sujet. Chris lui dit que c'est parce qu'il est en dernier jour, comme stage. Mr. Fromm répond qu'il espère que Chris la portera à nouveau demain, parce que demain sera son premier jour en tant qu'employé à temps plein. C'est aussi facile qu'il y avait l'air. Non, monsieur, ce n'était pas le cas. Chris ne peut pas retenir les larmes et remercie le panel. Mr. Fromm retourne les 5 $ qu'il avait empruntés à Chris. Ensuite, Chris sort du bâtiment et raconte que cette partie de sa vie s'appelle bonheur. Il se dirige directement vers la garderie pour ramasser son fils et l'embrasse fermement. Le film révèle ensuite que Chris a fondé sa société d'investissement, Gardner Rich, en 1987. Le film se termine par Chris et son fils marchant ensemble, plaisantant et profitant de la compagnie de l'autre, alors que le vrai Chris Gardner passe devant eux. Un épilogue révèle que Chris a finalement obtenu un accord de 1000 $ en 2006. Si vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai préparé pour vous un documentaire sur la carrière de Will Smith. Vous pouvez le regarder en cliquant sur cette image. Merci d'avoir regardé, à bientôt.